Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Aujourd'hui, je reçois Lisa. Salut Lisa. Salut. Tu es enseignante chargée de communication. Tu ne travailles pas encore sur l'exploitation de ton conjoint, qui est donc viticulteur dans le Grand Est à Pfaffenheim. C'est ça, bravo. Vous avez 2 enfants et tu es mariée. Oui. Et voilà, et donc c'est une petite structure de moins de 20 hectares qui ne fait pas d'élevage et en agriculture raisonnée. C'est ça, tout à fait. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Voilà, donc je m'appelle Lisa. J'étais pas du tout destinée au milieu agricole, comme beaucoup d'entre nous, je pense. J'ai fait mes études et j'ai exercé en tant qu'assistante sociale pendant très longtemps, notamment dans les hôpitaux et dans les services de cancérologie et à la lutte contre le cancer. Et ensuite, j'ai eu ma première fille, mon deuxième fils, et il y a un moment où la gestion de la famille, le travail, ça faisait trop. Donc on a eu une petite des moments plus compliqués où il a fallu prendre des décisions quant à ma vie pro. Et donc j'ai décidé d'arrêter de travailler quand Elliot est né. Je me suis très vite rendu compte que rester à la maison, c'était pas possible. J'avais besoin de travailler. Et donc là, il a fallu construire du moins un quotidien professionnel qui fonctionne avec un mari agriculteur. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir un poste en tant qu'enseignante de religion, parce qu'il faut savoir qu'en Alsace-Moselle, à l'école publique, il y a des cours de religion. Donc, ce ne sont pas des cours de catéchisme, c'est des cours de religion. En école primaire. Donc là, je travaille sur 2 écoles autour du village de chez moi. Et à côté de ça, j'ai intégré l'équipe de la cave coopérative où mon mari ramène son raisin. Et je m'occupe de tout ce qui est communication et événementiel. Et donc tout ça me permet d'avoir une vie professionnelle à côté de ma vie de maman. Ok, trop chouette. J'ai hâte que tu nous détailles un peu plus ça par la suite. Est-ce que tu peux nous présenter justement l'exploitation de ton conjoint ? Oui, bien sûr. Julien, il est issu du milieu viticole. Ses 2 grands-pères étaient viticulteurs. C'est vraiment des familles ancestrales au niveau du village et de la viticulture. Et ses parents ont choisi des voies professionnelles différentes. Donc il a continué à baigner dans le milieu par ses oncles. Et notamment, il a beaucoup travaillé avec un de ses oncles sur l'exploitation familiale. Et à 18 ans, il a dit à ses parents, j'ai mon bac en poche, maintenant j'ai envie de monter ma propre exploitation. Sauf que il partait pas de rien, voilà, hein, il y avait des petites vignes encore dans la famille, mais c'était petit. Donc il a décidé de monter une entreprise de prestation viticole. Donc il allait travailler pour d'autres viticulteurs. Et les fonds de cette première entreprise lui ont permis de se lancer à côté sur une exploitation. Donc il a commencé tout petit, avec une parcelle, puis 2, puis 3. Et en fait, en ramenant ces fonds de prestation et en les injectant dans l'exploitation, il a pu aujourd'hui arriver à 6 hectares. Donc, aujourd'hui, les choses changent, il fait beaucoup moins de prestations et donc il a développé son exploitation. Il fait toujours encore un peu de prestations. Ouais. Parce que la situation viticole actuelle est aussi en difficulté, donc ça lui permet de continuer
à rentrer des fonds. Mais voilà, la grosse partie de son temps, elle reste sur son exploitation. Et quelles sont les principales productions sur son exploitation? Bah, on est sur exclusivement de l'exploitation viticole. Donc, Ouais. on fait sur tout. Donc, nous, on est en AOC Alsace, vin d'Alsace. Donc, on est sur 7 cépages différents, les 7 cépages alsaciens. Le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot blanc, le Pinot gris, le Pinot noir, le Muscat et lequel j'ai oublié. Oh là là. Oh, ça nous donne déjà une idée, s'inquiète, c'est déjà très bien. Ça marche, OK, trop chouette. Eh bien, on y voit beaucoup plus clair. Donc vous avez 2 enfants, c'est ça? Quel âge ils ont? Alors, Juliette a 2 ans et demi et Elliot a 1 an et demi. Ils ont 15 mois d'écart. OK, très bien. On est vraiment sur, les mêmes profils que moi. C'est rigolo. On doit avoir quelques mois d'écart, mais on est vraiment sur la même chose. Ouais. Alors maintenant qu'on voit un petit peu mieux le décor, on va parler un peu plus de toi. Oui. D'où est-ce que tu viens initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole? Ouais, alors moi je viens de Soulsmat, quand on continue dans les noms super sympas en Alsace. C'est un petit village qui est à un peu moins de 10 kilomètres de Pfaffenheim. Donc j'ai grandi dans un contexte de campagne, Mmh. mais pas du tout dans une famille agricole. Voilà, ma maman est infirmière, mon papa travaille dans une usine qui fabrique des machines pour le chemin de fer, donc voilà, pas spécialement dans un milieu viticole. Mon grand-père avait un petit peu de vigne qu'il faisait à côté de son métier principal, mais voilà, je connaissais pas du tout finalement les difficultés, les modes de fonctionnement d'un mode de vie agricole. Par contre, j'ai rencontré Julien quand on était au collège. Donc voilà, des familles agricoles et notamment viticoles, j'en ai quand même vu autour de moi, mais jamais vécu au sein de l'une d'elles. OK, et tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de ton parcours professionnel. Si on revient un Ouais. petit peu dessus, quelles études initialement tu as fait et quelle formation et dans quel but? Ouais, après mon bac, je suis rentrée à l'école d'assistante sociale. J'ai fait mes 3 ans pour être diplômée, chose que j'ai eue. Et à la sortie, j'avais envie d'enseigner. J'avais plus tellement envie de partir vers le social, mais plutôt d'enseigner. Et donc j'ai fait mon master à l'époque, c'était l'IUFM, l'école des maîtres, pour devenir instit. Donc j'ai passé mon master que j'ai eu. Et à la fin de mon master, pour un parcours de vie, voilà, que j'ai à ce moment-là que j'ai eu, j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde. Donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai pas mal vadrouillé en Amérique du Sud notamment. Et j'ai vu des écoles en Argentine, j'ai vu des écoles au Chili, j'ai vu une école au Pérou. Et en fait, je me suis rendu compte que l'enseignement là-bas était très en capacité en tout cas d'individualiser en fonction des enfants. Ouais. Alors qu'ici, on est sur des programmes voilà, plus globaux et finalement, je me suis rendu compte que enseigner de cette manière-là, ça me convenait pas. Donc quand je suis revenue en France, j'ai trouvé du travail en tant qu'assistante sociale et je me suis rendu compte que voilà, me tourner faire de l'accompagnement en individualité me convenait mieux. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et puis pendant plusieurs années, j'ai exercé en tant qu'assistante sociale. Alors après, donc on a suivi un petit peu donc tes choix, professionnels. Qu'est-ce que tu fais donc, comment est-ce que tu allies ce double métier pour moi, que tu nous présentais? Donc le fait d'être enseignante de religion en école primaire et le fait de faire de la com. Comment est-ce que tu pourrais nous présenter un peu une journée type? Comment est-ce que tu allies un peu tout ça? Alors donc du coup, en général, le matin, la plupart du temps, hein, des matins, les enfants sont gardés par une nounou. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, parfois le mercredi. On a trouvé une super nounou qui est incroyable et qui, comment dire? Qui se plie en 4 par rapport aux horaires, qu'on peut avoir, lors des saisons très intenses. Par exemple, je pense, au palissage, au traitement, mais aussi aux vendanges. Donc elle essaye de toujours nous aider au mieux. Donc le matin, ils sont chez la nounou, ce qui me permet soit d'être à l'école,
dans les moments où j'enseigne, soit du coup de travailler sur l'autre activité, donc à la CAFCOP, ou alors là je travaille soit de la CAFCOP, soit de la maison, puisque comme c'est de l'organisation d'événements et de la communication, je suis énormément sur l'ordinateur, donc ça je peux le faire depuis chez moi. Ok. Et l'après-midi, je les récupère à midi. On mange la plupart du temps tous les quatre, et puis ensuite l'après-midi ils sont avec moi. Qu'est-ce que ça t'apporte ces 2 métiers, donc par rapport à ce que tu faisais avant? Comment est-ce que tu t'y retrouves toi dans ton épanouissement, professionnel? Alors, ben, du coup, je retrouve le côté très, très, très social d'une assistante sociale à l'école, Ouais. puisque ben, je suis toute la matinée entourée on va dire, entre 15 et 25 élèves en fonction des classes. Et puis, en plus, j'ai la chance de retrouver un peu le côté de l'enseignement qui me plaisait beaucoup, mais sans les contraintes des programmes. Alors, bien sûr, on a des programmes à suivre, mais en même temps, voilà, on fait du mieux qu'on peut avec 1 heure par semaine, donc on n'a pas du tout cette pression qu'on peut avoir quand on est enseignant. On a une possibilité d'ouvrir, l'objectif c'est d'ouvrir les esprits. Donc on a cette possibilité d'être très souple au niveau de la gestion de notre classe avec les élèves. Donc je retrouve ce côté-là, et je retrouve le côté très, parce qu'une assistante sociale, il faut qu'elle soit très organisée, il faut qu'elle soit très, voilà, pour que les démarches fonctionnent avec les personnes qu'elle fait. Et donc ce côté très rigoureux et organisé, je le retrouve du coup à la cave. Et en plus, voilà, moi j'ai toujours aimé organiser des événements. Je me suis éclatée à organiser mon mariage, je me suis éclatée à organiser nos 30 ans. Voilà, c'est des choses que j'aime et que je peux perpétuer dans le cadre intéressant et économique, puisque l'objectif c'est que la cave coopérative continue à se développer. Donc en plus il y a des enjeux voilà, qui sont intéressants. OK, ouais, je comprends bien. Et est-ce que tu aides de temps en temps sur l'exploitation? Et si tu le fais, qu'est-ce que tu aimes y faire? Ouais, bien sûr, en tant que femme, en tant que femme, viticulteur, j'ai l'occasion d'y aller. J'essaye d'y passer à peu près, j'y suis entre une demi-journée et 2 demi-journées par semaine en temps normal. OK. Pour, ben, en fait, ça dépend des travaux de saison, hein. Alors, moi, c'est absolument que des travaux manuels. Je fais pas du tout de tracteur. Ouais. Ensuite, il y a des saisons comme le palissage où il faut qu'on s'organise pour que les enfants soient plus gardés, pour que je puisse aller aider, parce que voilà, c'est un temps bien donné, hein, donc c'est un peu la course contre la montre. Et l'autre saison, ça reste les vendanges, qui sont très, très intenses. Et on est d'accord que ça, donc tu le fais, vraiment par plaisir et puis, bah, pour filer un coup de main à Julien, mais que tu es pas spécialement, déclarée, tu es pas, du tout installée sur l'exploitation? Moi, je suis vraiment en tant que statut de femme de viticulteur, OK. enfin femme d'exploitant. Oui, et ça ça te Ouais. gêne pas puisque toi, tu y vas vraiment par plaisir et pour l'aider plus que pour, Ouais, c'est et si puis je comprends bien? on s'était posé, hein, on s'était posé la question Ah à un OK. moment donné de qu'est-ce que, enfin, bah, la suite, hein, quand j'ai Ouais. arrêté de travailler, est-ce que j'interviens plus sur l'exploit? Est-ce que je prends un autre statut que juste celui de femme d'exploitant? Et en fait, bah, déjà la situation financière actuelle, elle n'est pas vraiment très stable. Notre cave coopérative a connu des difficultés financières, très compliquées, au moment de la période du covid. Donc voilà, elle a sorti doucement la tête de l'eau, mais on est sur quelque chose qui n'est quand même pas très, très serein et très pérenne. Et en fait, l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, et on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ben, mon physique, il est des fois un peu mis en difficulté. Ouais, c'est un Donc métier très physique, très très impactant sur la je ne santé peux pas physique, dire c'est clair. c'est ça, et je peux pas dire à Julien: «Tu peux compter sur moi, je vais descendre du bois pendant 4 mois tout l'hiver». Mmh. J'en sais rien. Donc de me dire que je vais passer, de 2 demi-journées par semaine à une semaine complète, ça nous a paru à un moment donné un peu, compliqué. Donc c'est aussi pour ça que pour l'instant il reste, sur ce format d'exploitation et en faisant de la prestation à côté, heu, parce que, ben, ça, en fait, la prestation, ça lui permet de faire, quand lui, il peut, quand sur l'exploitation, il a pas besoin d'y être, à 100. Et alors que s'il avait plus de superficie, ben, ça serait compliqué parce qu'il aurait besoin de quelqu'un tout le temps, quoi.
OK. Ouais, mais de ce qu'on entend, c'est que tu as pas l'air d'être fermé non plus sur le sujet, à l'avenir, en fonction de comment les choses peuvent évoluer, que ce soit, sur l'exploitation ou toi professionnellement. Ouais, en fait, aujourd'hui, ça reste très, très flou. Ouais, mais ce qui est chouette aussi, je trouve, dans votre profil, parce que tu as construit ça autour de l'exploitation. Lui, il a construit son exploitation et on voit que vous c'est des petits ajustements par-ci par-là Ouais. pour, créer cet équilibre-là. C'est assez chouette, je trouve. Ouais, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je pensais pas enfin moi, j'avais jamais imaginé m'arrêter de travailler pour que d'un coup, ça fonctionne. Enfin moi, je m'étais toujours dit: «Bah, voilà, on est un couple, on fait des enfants et puis, on s'organise pour que chacun ait une vie professionnelle et son espace dans la vie de famille». Maintenant, quand on épouse un agriculteur, alors du coup, moi, je connais plus, du moins, la viticulture et la partie céréalière parce qu'il y en a aussi en Alsace. Il y a un petit peu d'élevage, mais beaucoup moins. Mais il y a des périodes qui sont, enfin, ils ne peuvent pas prendre le relais pour les enfants. Pendant les vendanges, Julien, il part très très tôt, il rentre très très tard. Il y a des jours où les enfants ne le voient pas du tout. Moi, je voyais plus comment je pouvais continuer à travailler avec un temps plein comme ça. Ouais. Donc on est venu réajuster. Alors après, voilà, c'est un petit peu un deuil aussi quand même quelque part à faire de sa vie professionnelle. Et mais moi, voilà, c'est un deuil que j'ai fait au moment où j'en avais besoin, où j'avais besoin de prendre aussi peut-être un petit peu de distance avec ce que je faisais à ce moment-là. Et j'avais besoin d'être là. Enfin, j'avais envie que nos enfants, voilà, on les dépose pas à 6h30, 7h le matin chez la nounou pour que chacun puisse travailler et on les récupère le soir à 18h30. Ça, c'était un souhait personnel. Ensuite, c'est sûr que arrêter de travailler, ben, ça a aussi un impact sur le budget de la famille. Et ça, je pense que ça m'a aussi pas mal pesé. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de retrouver une activité professionnelle. En plus du fait de ne pas avoir envie de rester à la maison toute la journée, il y avait aussi le fait ben, il y a quand même une grosse perte financière. Et que ben, chaque récolte, c'est un peu la surprise de connaître ensuite le salaire de Julien. Ouais, c'est ça, il y a les aléas et au-delà de l'aspect, financier, organisation de famille, est-ce que aussi, le fait d'aller travailler, de voir d'autres gens socialement, toi, ça te fait du bien aussi de couper? Est-ce que tu serais vue, travailler avec ton conjoint, toute la journée sur l'exploitation? Ça Est-ce que faisait ça, entre c'est autres un parties aspect aussi, non? ça faisait entre autres partie des Ouais, OK. nombreuses discussions qu'on avait en se disant: «Mais on va se raconter quoi le soir?» Non, mais clairement, c'est des questions qu'on peut se poser, hein, donc Ouais. Alors il y a des saisons où lui, il est que quasi enfin, il est énormément sur le tracteur et puis moi, je suis plus, à pied, enfin, en tout cas, en manuel et donc du coup, effectivement, on a des trucs à se raconter le soir parce qu'on se voit moins. oui. Mais quand tu descends du bois toute la journée à 2, bon, bah, voilà, quoi. C'est donc non, non, il y avait aussi, ouais, ce côté-là de garder l'aspect couple. On est une équipe, on s'entraide, enfin voilà, il m'aide aussi beaucoup, en tant qu'aidant, hein. Il a une place d'aidant vu qu'avec la polyarthrite, il y a des moments où c'est compliqué. Donc et puis moi j'essaye d'être aidante dans les vignes quand je peux. Donc on est devenu une équipe avec chacun sa place, chacun son rôle, mais on a envie de garder vraiment, notre statut de couple aussi. Et puis vous êtes un couple et vous êtes aussi, des parents, ce qui renforce aussi, l'équipe, surtout avec 2 enfants rapprochés. C'est bien, on a commencé à aborder, tous les thèmes qui vont suivre. Alors maintenant qu'on voit beaucoup plus donc qui tu es, j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre vie à 2 et de ce que Mmh. représente, le quotidien quand on vit avec un viticulteur. Comment est-ce que vous êtes, rencontrés tous les 2? Donc en fait, on a été dans le même collège. OK. On a été dans le même collège et puis, bon, la vie a fait que moi, je suis partie sur des études, plus générales. Julien est parti au lycée, agricole où il était dans une filière viticole et puis, voilà, chacun a fait sa vie, chacun s'est fait ses expériences et puis, la force des choses, les amitiés, ont fait que, on certes enfin, lui jouait déjà dans l'harmonie de Pfaffenheim, là où on habite et puis moi, je l'ai intégré bien plus tard et mais voilà, avec chacun sa vie, pas spécialement d'atomes crochus plus que ça. La vie a continué de défiler et puis à 24 ans, après avoir fait un petit peu de bonhomme de chemin chacun, on s'est retrouvés à se rapprocher et à finalement se mettre en couple.
Et c'est là qu'a commencé notre histoire à deux, sachant que j'ai été un petit peu, un petit peu vache quand même, parce que quand on a commencé à se rapprocher, c'est là où j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde. Donc quand ça a commencé à être sympa dans nos discussions, j'ai fini par lui dire bon bah je viens de prendre un billet d'avion pour Buenos Aires, je ne sais pas quand je rentre. Voilà. Si t'as vraiment envie qu'on construise quelque chose, pas de souci, mais il faudra m'attendre. Je reviendrai. Et puis ben finalement il a été il a bien attendu. Alors le voyage a fait qu'on a construit notre couple un petit peu en discutant beaucoup à distance, chose qui aide beaucoup encore aujourd'hui. On aime beaucoup discuter parce on a été habitué à ça. Et voilà, quand je suis rentrée, on s'est mis en couple. J'ai découvert les autres faces de la viticulture. Je me suis rendu compte que finalement un viticulteur, il travaille à d'autres mois que le mois de septembre. Il ne fait pas que les vendanges, parce que même si je vivais dans une région viticole, je me rendais pas compte de tout le travail qu'il y a tout au long de l'année dans les vignes. Donc voilà, d'apprendre, et puis surtout appris à devoir partager mon conjoint avec la nature, avec les aléas. Ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Il y avait des périodes où, ouais, clairement, les sorties au restaurant, ça n'existe pas. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Et donc, je me suis rendu compte que si je voulais être avec lui, fallait que j'aille sur l'exploitation. Donc, je faisais des fois ma journée de travail, et puis le soir, j'allais palisser. Ok. Voilà, et puis et après on s'est installés ensemble. C'était une période un peu plus compliquée. C'était la période du Covid. C'est la période où la cave a rencontré une grosse crise financière où les fermages, du moins les rentrées d'argent ont été en partie suspendues. Parce que c'était plus possible. Et donc voilà, on est une cave coopérative, donc les coopérateurs sont impactés quand il y a une rentrée d'argent qui n'est plus la même au niveau commercial. Ça a été très compliqué pour Julien parce que quand tu ne rentres plus ta rentrée d'argent normale, payer les traites de l'exploitation, payer les fermages, puisqu'il n'est pas propriétaire des 6 hectares, il a une grande partie en location. Ça devenait très compliqué aussi. Ça a été aussi pour moi le moment de découvrir qu'en fait un exploitant, il fait pas de différence entre le pro et le perso. Il coupait pas le soir quand il rentrait, c'était viscéral quoi. La situation elle était vraiment viscérale. Julien fait en plus partie du conseil d'administration de cette cave, donc il était aux premières loges à chaque fois des comptes rendus, des résultats. Enfin c'était très. Et puis on était jeunes, on avait 25 ans. Ouais. Donc on n'avait pas encore beaucoup de bouteilles. Il avait lui déjà 8 ans d'exploitation derrière lui, mais c'est pour autant pas plus facile quand on a cet âge-là. Et puis nous, on était encore inconscients. On rêvait de se marier, d'avoir des enfants, de construire une maison. Et puis là, d'un coup, le ciel s'effondre, quoi. Tu peux plus avoir de projet parce que tu sais même plus comment tu vas payer tes traites à la fin du mois. Donc ça a été une période très très compliquée où moi je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de m'investir pour lui, parce que ça me semblait être mon rôle en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, on s'est mis à deux. Le compte commun qu'on avait pour à la base juste vivre dans un petit appartement à deux, c'est devenu un compte qui aidait aussi à tenir debout l'exploitation. Moi j'ai engagé des fois certains mois une partie de mon salaire pour qu'il puisse payer ses traites. C'est le crédit du tracteur. Je rigole toujours en disant qu'une roue du premier tracteur de Julien m'appartient, mais c'était un moment où je me suis rendu compte que on était liés et que j'avais envie d'aller plus loin juste dans ce couple. Et donc quand tout doucement la cave a commencé à ressurgir de tout ça, il m'a très vite demandé en mariage. Et donc alors moi j'étais pas forcément au début moi le mariage ça me faisait très peur, et puis on a fini par se marier et puis construire notre maison coûte que coûte et avoir nos 2 enfants. Donc ça a été très éprouvant parce que finalement entre
Entre 2020 et 2024, il y a eu une crise financière, un mariage, une maison et 2 enfants. Ouais. Donc c'était très 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 intense. Ça fait pas mal de choses, en effet. Donc là, cette maison, elle est sur l'exploitation ? Non, elle n'est pas sur l'exploitation. C'était un terrain familial que Julien a reçu de ses parents, Ok. qui est vraiment au centre du village. Il travaille encore avec un de ses oncles, donc pour toute la partie mécanique. Ouais. Donc il a un petit hangar à lui avec le matériel qu'il a à lui et son oncle lui met à disposition une partie des machines. D'accord. Mais ça, c'est vraiment en dehors de notre domicile. D'accord, ça marche. Et ça, du coup, toi, tu trouves ça bien ? Il a pas trop, enfin, en soi, le fait de vivre sur l'exploitation, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te faisait peur ? Est-ce que tu préfères être un petit peu en dehors aussi ? Vivre sur c'est très très différent, tu vois, qu'un élevage ou Oui. ou même peut-être que des céréales, quoique souvent les champs sont pas juste à côté, ils peuvent être plus loin. C'est-à-dire que vivre au milieu de ces vignes, c'est presque impossible. Oui, Puisque, ou sur le domaine parfois. Ouais, alors sur le domaine, mais comme nous on n'a pas de domaine, finalement les coopérateurs de manière générale en viticulture, ils vivent tous en dehors de l'exploitation. Ils ont juste à la rigueur le hangar avec les machines à côté. Mais si tu veux, c'est vrai que moi je trouve que c'est chouette parce que ça permet un petit peu de couper. Après, quand ils grêlent, qui grêle à la maison ou qui grêle dans les vignes, c'est pareil. Je comprends. Donc ça permet un peu de couper. C'est vrai que lui, il peut pas se dire « Ah punaise, j'ai vite encore oublié de faire ça avec une vache » ou « J'ai vite oublié de faire ça avec un mouton ». Enfin voilà, lui, il peut pas. Notre parcelle la plus proche, je pense qu'elle est à 1 kilomètre de la maison. Donc ça met quand même un peu de distance. Quand il rentre à la maison, il est de la fenêtre, il va pas voir ses vignes, quoi. Ça coupe un peu. Un Ok. petit peu, ouais. Vous parlez donc de votre rencontre et le fait que vous vous connaissez depuis un bout de temps. Du coup, je suppose que tu savais qu'il voulait être viticulteur ? Oui, 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 bien sûr. Bon, il l'était déjà, hein, quand on s'est rencontrés, il avait son Ah exploitation oui. et son entreprise de prestation, donc le chemin était déjà tracé. Quel regard tu avais là-dessus ? Est-ce que c'était un regard encore un peu naïf puisque tu dis que tu as un peu découvert en t'installant réellement avec lui, ou est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà quelques craintes, quelques peurs ? Alors à ce moment-là, j'avais quand même pas mal de peur parce que c'est une période de vie où j'avais décidé de vraiment voyager, de faire plein de trucs pour moi. Et du coup, je me suis dit, mais attends, je vais me mettre avec un mec qui est coincé en Alsace, puisqu'il enfin, son travail est dépendant du lieu. Ouais. Donc, même si j'étais assez naïve sur ce que ça représentait comme métier, j'étais surtout un peu inquiète en me disant, mais est-ce que vraiment j'ai en tout cas envie de rester comme ça implantée à un endroit. Et finalement, le fait de partir, de quand même décider de partir et puis d'aller visiter le monde, je me suis rendu compte que ça m'allait bien aussi de vivre en Alsace. Ça m'a manqué très vite. La France et l'Alsace m'ont manqué. Donc voilà, j'ai répondu à ma question par mon expérience. Ouais, mais ça t'a permis de la faire aussi quand même avant, puisque ça aurait été un peu plus difficile de le Ouais. faire après, une fois que tu construisais vraiment quelque chose avec un agriculteur. En tout cas, ça aurait été compliqué de partir comme ça plusieurs mois en laissant l'exploitation. Et puis, je pense pas que lui, il serait senti de le faire. Ouais, justement, en parlant de voyage, est-ce que ça vous arrive de partir un petit peu en vacances ? Est-ce que tu as un peu moins la bougeotte maintenant, surtout que vous avez 2 bébés ? Alors, Julien a pris l'avion pour la première fois pour notre voyage de noces. OK. Où, où on est parti à La Réunion. Donc, il est passé de rien à 11 heures de vol pour la première. Donc, c'était la vraie première fois. Après, il n'avait pas l'habitude de partir 4 ou 5 fois par an en vacances. Il aimait bien. On a la chance d'habiter pas très loin des Alpes, donc on peut partir un petit peu en ski, un petit week-end au ski en hiver. On part une fois en été. Voilà, c'était devenu un peu notre rythme. Et puis ensuite, effectivement, on a eu 2 bébés rapprochés, la construction d'une maison, donc déjà financièrement et au niveau du temps, c'était pas possible. Et puis après, avec les enfants, on s'est dit, bon, on va attendre qu'ils soient un peu plus grands avant de repartir. Donc on est parti en vacances la dernière fois, c'était pour notre voyage de noces en décembre 2022. Et on est reparti pour la première fois en vacances tous les 4, là, aux vacances d'avril, où on est allé chez des amis à Saint-Rémy-de-Provence qui s'installent sur un domaine viticole. Donc on a mis du temps avant de repartir en Oui, vacances. Mais bien on y a sûr. regoûté et
Ça Il a devrait se aimé. remettre en place. OK, trop bien et comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour garder un équilibre de couple, dans ce rythme-là, que ce soit à côté de l'exploitation, viticole ou à côté de votre, vie de famille avec vos 2 petits bouts? Bonne question. Ben, alors clairement, nous, on fonctionne par saison, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des saisons, plus, ils appellent ça la morte saison dans la viticulture. Moi, je suis pas vraiment d'accord de dire de la morte saison parce que, ils ont tout le temps du boulot. Mais, il y a des périodes, on va dire entre, la fin des travaux d'hiver et le début là de la saison, qui démarre, palissage, traitement. Il y a une période un peu plus souple d'1 mois où là, du coup, on essaye d'en profiter pour faire plein de choses à 2, de vraiment se rattraper et c'est un peu pareil après les vendanges. Tu as un mois là, un mois et demi avant que la taille ne commence où, là du coup, bah, comme on fait pas le vin nous-mêmes, ben, le travail en cave, on l'a pas. Donc où là du coup, il peut de nouveau, s'octroyer un peu plus de temps et on peut en profiter pour faire des choses, vraiment tous les 2. Hormis ça, il essaye au maximum, de rentrer, pour, les repas des enfants, donc le midi et le soir et puis, donc ça, c'est un moment, à 4. Mais ensuite, on privilégie, surtout les discussions, le soir quand il rentre parce que ça lui arrive de ressortir, hein, une fois que les enfants sont couchés. Alors on a des couches tôt, donc à 19h15, une fois que les enfants sont couchés et ça lui arrive, assez régulièrement de repartir travailler. Ouais, OK. Disons qu'on a mis des petites choses en place comme, voilà, il y a les moments où on a très peu de temps pour se parler, ben, quand on va se coucher, on évite d'être sur notre portable en train de scroller, pour essayer d'avoir ce moment de discussion, de se passer les infos. Mais, on est au clair que, notre couple, il profite vraiment dans les temps calmes en viticulture. C'est un rythme, c'est facile à dire, mais, je crois qu'une fois que tu l'as accepté, bah, en fait, ça devient une habitude et tu le sais. Tu sais que dans quelques mois, ça va aller mieux, à chaque fois. Ouais, tu te dis: Donc, «Ça va passer, ça va ça va revenir», passer. C'est une période, ça va passer, c'est comme ça. c'est ça et dans ces périodes-là, est-ce que parfois tu te sens un petit peu seule, isolée ou est-ce que vous êtes plutôt, bien entourée? Est-ce que vous avez des amis autour de vous? Tu me parlais de vos familles, est-ce qu'elles sont, dans le Ouais. coin du coup? Alors nous, on est hyper bien entourés, on a beaucoup de chance. Mes beaux-parents habitent la rue d'à côté, mes belles-sœurs aussi, et puis mes parents habitent à maximum 10 kilomètres plus loin, ma sœur de même. Dans notre village, on a nos amis de toujours et puis nos amis qui sont venus au fur et à mesure de la vie. Finalement, en fait, c'est un village où on bouge pas beaucoup, donc les gens sont, enfin voilà, construisent, donc nos amis restent dans le coin. Ça, c'est voilà, on a beaucoup de chance là-dessus. Ou du moins, ils rentrent le week-end. On a une amie qui habite beaucoup plus loin à Metz, mais elle rentre assez souvent le week-end chez ses parents. Donc on est hyper bien entourés. Par contre, pour la première fois de ma vie, et je pense que je me suis vraiment sentie seule, mais c'est pas seule, comment dire, pas seule socialement, c'était vraiment seule dans mon couple. C'est quand notre fille est née, parce que Juliette est née à quelques jours des vendanges. Tu vois, c'est un sujet que Et j'allais justement aborder et si on parle un petit peu, maternité, ouais, justement, raconte-nous un peu, l'arrivée de tes enfants et comment est-ce que toi tu l'as vécu? ouais, on a vraiment rien calculé. Alors, dire on aurait dû, je sais pas, hein, parce que finalement tu choisis pas ce genre de choses, mais mon terme de grossesse, c'était, le 21 août. Une année où on a démarré les vendanges, si je dis pas de bêtises, le 25 août. Donc clairement, c'est, hyper stressant. En fait, c'était, enfin ça commence à de enfin voilà, les vendanges, on vendange de plus en plus tôt. On s'en était Oui, déjà rendu compte l'année d'avant. On s'est mariés le 27 août. On a commencé à vendanger 2 jours avant. Donc 2 jours avant de se marier, on était dans les vignes en train de couper du raisin. Bref, le prestataire ramenait les chaises. Nous, on n'était pas sur place. Les copains ont pris le relais. Enfin, franchement, c'était incroyable. Et là, bah, rebelote, quoi. Notre fille, elle naît fin août. Et puis, on est de nouveau dans les vendanges à ce moment-là. ouais, Et en fait, à ce moment-là, ben, tu en fait, découvres tout là. bah ouais, moi, je découvre ce que c'est être maman.
parce enfin, je m'étais vraiment pas rendu compte. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte, mais en tout cas, c'était Oui, un de toute façon, arrêt, ouais, qu'on soit c'était préparé ou pas, on n'est jamais vraiment prêt, hein, donc un arrêt émotionnel, c'est un truc ça. de dingue. Et en fait, et Julien n'est pas là. Je pense que je me souviendrai de toute ma vie. J'ai accouché à 8h33 le matin. Il était avec moi, il est resté aussi longtemps qu'il pouvait, mais à 13h, il était dans les vignes parce qu'il fallait préparer. Et je pense que là, ça a été la première fois de ma vie où je me suis sentie seule dans mon couple. Mais pas d'une manière délibérée, ni de l'un ni de l'autre. Oui, Mais tu t'es pas sentie délaissée, c'était un peu de la non, pas fatalité, c'est ça? c'est ça, c'était vraiment de Ouais. la fatalité, c'était de me dire mais enfin, je crois que je me disais rien, j'étais juste là et je ne comprenais pas tout à fait ce qui m'arrivait. Et donc là, au bout de 3 jours, avoir un méga baby blues dans cet hôpital où alors tout le monde venait, hein, j'ai été hyper bien entourée. Julien essayait de venir au maximum de tout ce qu'il pouvait. Il m'a même proposé de dormir sur place les nuits et je lui ai dit non, 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 il faut que tu dormes parce qu'ensuite tu vas te taper un mois où tu vas quasiment pas dormir. Donc là, il faut que tu aies de l'énergie, il faut. En fait, moi, je me suis sentie seule, mais en même temps, on parlait, on communiquait, on était d'accord sur les décisions qu'on prenait. Enfin, c'était logique, quoi. Je suis sortie de la maternité le mercredi. Ouais, je crois que je suis sortie de la maternité le mercredi. Le jeudi, on avait une petite réunion pour organiser les repas parce que Julien fait beaucoup les vendanges avec son oncle aussi. Donc, on avait une petite réunion entre nous pour organiser les repas. Et voilà, on a commencé à vendanger. Juliette avait une semaine et puis c'était parti. Et là, j'ai enclenché le mode robot. Donc plus de sentiments, fallait que j'aille. Enfin voilà, je me disais faut que j'arrête de pleurer, faut que j'arrête d'avoir ce baby blues. Maintenant, on va se mettre en mode action quoi. Et du coup, cette année-là, ben moi je pouvais pas aller dans les vignes parce que Juliette avait un mois, c'était pas possible, une semaine pardon. Et donc ben j'ai un peu plus aidé que ce que je faisais peut-être les autres années en cuisine. Donc je me souviens très bien, je me souviens couper des oignons en allaitant Juliette et donc on préparait les repas et puis comme ça pendant un mois. Julien a très peu vu Juliette, hein, il rentrait le soir, il était lessivé. Voilà, on était en mode robot chacun de son côté. Moi, j'aidais comme je pouvais sur les repas, plus m'occuper de Juliette. Et puis lui, il était dans les vignes et puis il fallait que ça débite. Et en même temps, on construisait notre maison où il faisait quasiment tout lui-même. Donc le temps qu'il avait de libre quand il n'était pas dans les vignes, il le passait sur le chantier. Et voilà, ça a été comme ça le premier mois de vie de Juliette. Ouais. Et à la fin de ce mois-là, moi je me suis écroulée. Ouais, une grosse claque quoi. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout géré mes hormones, j'avais pas du tout géré mes émotions, que j'avais pas du tout écouté. Je me suis pas du tout reposée. Et parce que pour moi, à l'époque, je me rendais pas compte à quel point, par exemple, à l'été, ben t'es pas juste assise dans le canapé et t'attends. Tu C'est que utilises j'allais rebondir là-dessus justement. J'allais dire justement, tu as tenu ton allaitement, tu as Ouais, j'ai allaité Juliette jusqu'à ses 6 mois, donc ouais, c'était. c'est pas anodin non plus, hein, ça Ouais, mais rajoute moi une je me rendais. charge, hyper Ouais, importante, mais à ce moment-là, j'étais pas préparée. Je me rendais pas compte en fait que c'est tout un art. Les premières semaines, tu ne fais rien d'autre et tu t'occupes de ton bébé, quoi. mmh, Et pour moi, m'occuper de mon bébé, c'était pas un travail. Donc voilà, là, je me suis pris une grosse claque. Et je me souviens d'un soir où et puis alors les hormones quoi, c'est hyper difficile. Tu vois pas ton homme. Alors du coup, je savais pertinemment qu'il était dans les vignes et que il travaillait sur notre chantier. Mais alors tu t'imagines plein de trucs. Et puis toi bien sûr en tant que femme déjà, bah t'as pas perdu ton poids de grossesse, t'as tous les problèmes de postpartum. Et du coup, tu te sens pas à l'aise dans ton corps. Et puis alors, tu te dis, mais est-ce que lui, peut-être que lui non plus, je l'attire plus. Enfin voilà, incroyable quoi. Ça a été hyper difficile. ouais. Et puis lui, ben, il tombait des nues parce que il sortait d'une période hyper difficile des vendanges, il gérait notre maison. Et là, au milieu de ça, en fait, il a dû gérer une dépression postpartum quoi. Et ça a été super difficile. Ouais, Ça a été ça vraiment, fait beaucoup, je comprends. ouais, Mais ça ne ouais. t'a pas empêché 15 mois plus tard
d'accueillir un petit deuxième Et loulou. on s'y est préparé différemment. Ouais, déjà c'est un Il savait deuxième. que j'étais ouais, bon, il savait que j'avais les hormones qui, après un accouchement, pouvaient vite me jouer des tours. Ouais. Mais puis finalement, on s'était dit, bon, peut-être que le deuxième, on va un peu réfléchir pour pas que ce soit pendant les vendanges. Donc ça n'a pas été pendant les vendanges, mais c'était pendant la saison de la taille, donc c'était pas Pas beaucoup plus. Enfin forcément voilà, mieux, ouais. Du coup, on arrive en novembre, c'est ça? ouais, en novembre Ouais, 2024. OK. Entre-temps, il termine la maison avec. On a un entourage qui a été incroyable, hein, parce que du coup, une fois que moi j'avais Juliette et que j'avais compris que non, je ne pouvais pas reprendre le travail, m'occuper de Juliette aussi le temps dispo, aider dans les vignes, aider sur le chantier. Enfin, il y avait un moment, c'était plus possible, quoi. J'ai dû dire, ok, je peux plus tout faire. Et donc là, on a eu un entourage incroyable, nos familles, nos amis qui sont venus sur le chantier tous les samedis pour aider Julien. Lui, il faisait des heures de dingue, hein, tant qu'il faisait pas jour, ben, il allait à 5h le matin jusqu'à 7h30 sur la maison, il faisait du placo. Ensuite, il faisait sa journée dans les vignes, et puis le soir à 18h, il retournait jusqu'à 22h pour faire du placo, de l'enduit. Enfin voilà, il s'est pas arrêté pendant des mois et des mois et des mois. Donc on arrive au bout de cette maison, on déménage, et puis là, on apprend que je suis enceinte d'Eliott. J'allais dire le fait des enfants rapprochés, c'était un souhait de votre part depuis un bout de temps? Vous en aviez parlé ou un petit peu un concours de Alors, circonstances? pas aussi rapprochée, sauf que ben, la polyarthrite s'était invitée suite à. Enfin, est revenue en puissance maximale après la grossesse de Juliette. Ouais. Donc, des traitements à changer, beaucoup de choses à revoir. Et donc, au niveau médical, on m'avait dit, bon, écoutez, on va attendre que le deuxième arrive pour changer les traitements. C'est un peu plus cohérent. Donc, nous, on s'était dit, bon, bah, on va laisser faire. Je vais pas reprendre de contraception, et puis sincèrement t'as la tête dans le chantier, voilà, t'es dans autre chose, quoi. Et puis on verra ça une fois qu'on est dans la maison. Et puis en fait finalement, on est rentré dans cette maison déjà presque à 4, quoi. Et du coup, les premiers mois à 4, comment ça s'est passé? Parce que je sais que c'est pour l'avoir vécu, je sais que ça peut être compliqué. Et puis alors, gérer 2 bébés seuls dans des périodes agricoles denses, c'est quand même énormément de boulot. Il y a tout à faire en x2. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ça? Alors moi, en vrai, l'arrivée de Juliette a été un tel raz-de-marée Qu'après que ça le passage à 2 a été plus ouais, facile. OK. Et ouais, ça a été tellement, tellement intense, l'arrivée de Juliette, que j'avoue que l'arrivée d'Eliott a été pour moi en tout cas, plus facile. En plus, il en était qu'à ce moment-là, ma maman habitait chez nous parce qu'elle était aussi en train de construire, et que du coup, il y avait un temps où sa maison a pris du retard et elle avait dû rendre son appart, donc elle a habité quelques mois chez nous. Ça coïncidait avec l'arrivée d'Eliott. Donc, donc ça nous a beaucoup aidés. Après, il est vrai qu'on s'est retrouvés face à nos vraies premières problématiques de couple au moment où, ouais, je pense au moment où il y avait les 2 enfants et les périodes dans les vignes intenses. Où finalement, là, le temps de trouver un juste milieu sur les horaires où Julien rentre, sur le temps que moi je peux octroyer aux enfants, à l'aide dans les vignes, à ma vie pro. Là, il a fallu un temps de réajustement. Mais je dirais quand même que ça a été quand même moins compliqué que juste l'arrivée de Ouais, Juliette. ouais, je comprends. OK. On a je pense bien balayé, ce sujet. Si on prend un petit peu de recul sur cette conversation, qu'est-ce qui te fait du bien, toi, chaque jour dans cette vie-là et dans l'équilibre que vous avez, créé tous les 2? Bah, en fait, je me sens à ma place. Ouais, tout simplement. Je me sens dans mes baskets. En fait, je me dis pas qu'est-ce que je rêverais d'autre? Ben, si j'ai rien d'autre qui me vient, tu vois. Je crois que je suis là où je devais être, et du coup, je me dis que, ouais, c'est comme ça que ça devait être. Et puis, et donc c'est aussi pour ça que peut-être, hein, j'arrive plus facilement à accepter ce rythme-là, mais parce que je me vois pas ailleurs. Bah, écoute, je trouve que ça c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir, pour cet échange. Alors j'en profite juste parce que, quand même, si cet équilibre-là tient la route, c'est aussi parce que Julien, il a un papa qui est formidable.
un papa qui a choisi, enfin en tout cas qui a eu un parcours professionnel, pas celui, de la viticulture et pourtant, tout le temps qu'il a de disponible, toute l'énergie qu'il a, il a aujourd'hui 60 ans passés, mais c'est un vrai genou et donc tout le temps qu'il a, il essaye d'aider au maximum ses enfants et il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup Julien dans les vignes et ça pour nous, c'est une aide, Ça joue incroyable. beaucoup, ouais, dans votre équilibre à vous aussi, par ricochet, quoi. Ouais, tout Forcément. à fait, parce que, du coup, il y a dans les moments de phase très intense dans les vignes, et les moments où, ben, moi, pour l'instant, je peux pas aider plus parce que j'ai les enfants l'après-midi ou parce que c'est une période où la maladie me le permet moins, et ben, son papa, il est là et puis Julien n'a pas besoin de prendre de l'aide extérieure et donc financièrement, c'est incroyable. En plus de l'aide psychologique qu'il lui apporte parce que c'est son papa, parce qu'il est super fier de lui. Son papa a aidé à ce que Julien ait confiance en lui. Et ben, on peut avoir la vie qu'on a aussi aujourd'hui grâce à ça. Trop bien. Bah, écoute, c'est un super message que tu passes en plus et c'est vrai que souvent on parle un petit peu de la belle famille et c'est plutôt, le regard de: «Est-ce que c'est pas trop envahissant?» Mmh. Surtout pour des femmes, voilà, qui ne viennent pas du milieu agricole, de découvrir cette proximité avec Mmh. la famille et cetera. Comment est-ce qu'on le vit et tout. Mais tu as bien raison de faire ce petit coucou parce que, c'est vrai qu'on se rend pas compte non plus de l'implication qu'il y a, dans la transmission. Là, pas tant puisque, il y a eu un saut de génération et que lui n'était plus, dans le viticole, mais, de l'implication qu'il peut y avoir, et de l'entraide, agricole aussi, c'est hyper intéressant. Ouais, franchement, en tout cas, moi, je pourrais pas être l'après-midi, avec les enfants si, je devais aider plus dans les vignes ou alors, ben, financièrement, Julien devrait prendre quelqu'un à un certain moment et là, ben, il peut compter sur l'aide de son papa et ça a vraiment, vraiment pas de prix. Mais écoute, merci beaucoup, Lisa, pour ta sincérité et pour ton temps. Mais merci à toi. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!